Bon, c'est vrai qu'on en parle souvent. On est souvent occupé avec nos business, notre famille et tout. Mais est-ce que toi, tu as des tips pour être dans le moment présent, en fait, en pleine conscience? Comment tu gères ça? Bon, alors, déjà, je ne le suis pas tout le temps, mais je pense que la personne que je connais quand parle le mieux, c'est Edgar Tolle. C'est un type absolument incroyable qui a eu un succès fou. Il a écrit ce livre, je ne sais plus le titre exact, Being in the Now. C'est ça. Le pouvoir du moment présent, je crois. Ouais, mais l'original, il est écrit en anglais. Et en fait, pour les auditeurs et les auditrices qui ont la chance de bien parler anglais, vous pouvez taper son nom, un nom indétricotable avec un D, un K, un H, Edgar Tolle, Tolle, et c'est vraiment un sage qu'on peut que recommander. Et il explique en fait ce qui lui est arrivé. Alors lui, il a eu une illumination qui était tout à fait particulière parce qu'il y a ce moment de satori que certaines personnes ont la chance de vivre où tout d'un coup, ils rencontrent comme ça l'éternel. Et puis après, ils reviennent à leur vie normale, mais quand même, ça les éclaire. Tandis que Edgar, lui, c'est hyper intéressant de l'écouter parce que il est vraiment très attachant, mais il était complètement dépressif, vraiment au bout de sa vie, il n'arrivait pas à dormir, rien n'allait. Et vraiment, il avait une vie, mais qui était indétricotable, tout à fait pas satisfaisante, il était extrêmement nerveux, dépressif, il n'y a rien n'allait. Et une nuit, il se réveille et en fait, il rencontre le grand tout, il se rendort et le lendemain matin, voilà, il avait changé, il était transformé, quoi. Il avait vécu vraiment une transformation permanente. Et en fait, quand il parle de être dans le moment présent, il parle de la dissolution de l'ego ou du self. Donc, il dit cette phrase qui est très belle, I am myself. Puis il dit, mais mon self, donc l'image, ce que je projette, etc., tout ça, ça va disparaître. Je ne suis que ce que je suis. Et il est tout d'un coup complètement dans le moment présent, à lui-même, au monde. Enfin, il en parle mieux que ce que je pourrais paraphraser, mais c'est extrêmement émouvant. Et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui parlent anglais, je recommande vraiment de taper son nom dans Google et de l'écouter. C'est absolument délicieux. Il a une voix un peu particulière, il a un style, il faut rentrer dans le truc, mais il guide ça et il guide des espèces de méditations où on rentre dans le moment présent. Alors, quand on l'a déjà vécu, ben, c'est OK, on arrive à y retourner, mais je ne sais pas à quel point c'est imperméable. C'est aussi un auteur, je pense, qu'on est prêt à rencontrer à un moment donné. Tout d'un coup, on est en condition de vivre ça. Et là, c'est OK. Mais c'est vraiment, il en parle vraiment très, très, très bien. Il donne pas tellement de trucs pour arriver à le faire, hein. Il parle évidemment de la posture, de la respiration, etc., etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre en fait que euh, euh, il y a un moyen de voir l'existence qui est extrêmement apaisant et qui se concentre pas du tout sur l'examen de ce qui est passé ni de ce qui pourrait être, mais simplement cette espèce d'instant infinitésimal qui n'en finit pas de disparaître, qu'on appelle le présent, qu'on ne peut pas saisir, et puis d'être complètement en présence. Je pense que c'est un message qui est ultra utile de relire aujourd'hui parce que avec la présence des smartphones, on est tous accros, hein, à ces Ouais, écrans, on regarde une notification, un j'allais y truc, venir. hein, on est tous tout le temps mangés, notre attention elle se Ça, fait manger. ça te vole ton moment présent, j'ai l'impression, les smartphones. Bien Vu que sûr. tu es constamment, en fait, voilà, en plus, si tu l'utilises pour le taf, c'est horrible. Et tu Mhm. sais, enfin, je sais pas si toi, ça t'est arrivé, mais moi, de 30 à 40, je n'ai pas vu passer ces 10 ans. Donc, en même temps, bah, tu as eu les enfants et tout, donc ça aussi, ça te change aussi la vie en beaucoup mieux, mais tu es aussi beaucoup plus occupé. Mais Mhm. j'ai l'impression que les smartphones, en fait, si je pouvais m'en couper, enfin, pas utiliser, ça serait intéressant. Je sais pas si on pourrait Mais, faire un détox mais tu peux, bien sûr que tu peux. d'une semaine. Bah, c'est Yuval, compliqué quand même. Tu fais non, comment? Yuval Pour Hariri, il le bosser, fait, en pour fait, il qui? part. Yuval, tu sais, celui qui a écrit Sapiens, Ah, tu m'en avais parlé de ce livre, ouais. Ok. un livre très sympa, on pourra en parler une prochaine fois, mais c'est un historien qui vit à Tel Aviv et puis
qui a écrit un de ses grands livres qui donne des clés de l'histoire humaine. C'est bien raconté, c'est intéressant. Et en fait, lui, il fait une détox parce que sa théorie, c'est que on est dans l'économie de l'attention et qu'en fait, il y a toute une série de systèmes. Ça a commencé avec la publicité, simplement les réseaux sociaux, c'est ça, mais puissance 10, beaucoup plus addictif. Et du coup, de se désintoxiquer, c'est une manière. Alors, tu peux le faire comme on arrêterait de fumer ou comme on modérerait sa consommation d'alcool ou de cigarettes, mais le truc qui est bien avec Eckhart Tolle, c'est qu'en fait, ça te donne un chemin qui bypasse tous ces besoins. Puis tu peux simplement te retirer de cette frénésie du passé, du futur, des interactions, et puis pouf, simplement exister au moment présent avec une attention complète. C'est extrêmement libérateur et c'est pas quelque chose qui prend du temps en fait. Tu as besoin de te désintoxiquer pendant des semaines et des semaines. C'est pas nécessaire. Il faut une certaine pratique, mais on peut parfaitement y arriver. Ouais. Et puis Il y avait. on rappelle quand même aux gens qui sont libres. Hein. Si vous voulez pas utiliser votre téléphone, vous le posez et vous le regardez pas. Vous êtes libre. Ouais, c'est un bon rappel. Sauf si ta boîte te force, quoi. Parce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui te donnent un téléphone. À l'époque, c'était les BlackBerry, maintenant ils doivent donner des iPhones. Et tu as ton numéro et tu es forcé de. Il y avait un scandale en France, notamment lié à Ah ça, ouais? en fait. Ouais, ouais. Okay. Où justement, tu dois répondre à 22h, 23h, machin, sinon, Okay. sinon tu te fais taper dessus. Bon, mais ça dépend beaucoup du poste que tu as. Si tu deviens grand chef de tous les chefs, évidemment que tu dois être disponible. Hein, ça fait partie du package, mais ça, c'est un choix. C'est pour ça qu'on avait dit la dernière fois, il faut bien choisir, il faut bien faire attention à ce qu'on souhaite, parce que l'univers conspire à le faire advenir. Donc, il faut, si on veut comme ça progresser dans la hiérarchie, etc., après, il y a évidemment une exigence vis-à-vis de l'emploi du temps, parce on se doit évidemment de répondre. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir où on met les pieds. Mais je pense que si on n'est pas dans une fonction dirigeante, il n'y a aucune raison. Ça m'a l'air complètement ahurissant qu'on doive répondre si tard. C'est complètement absurde. Ouais. Mais là, Bon, je d'ailleurs, parle même pas de. ça Je peut te- pas être efficace parce que les gens s'épuisent et puis ils peuvent plus être performants. Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que tu le vois, hein, enfin maintenant, moi, je le vois surtout avec des partenaires ou des gens qui sont dans le consulting, notamment chez les Big Four ou même Mhm. dans d'autres boîtes. Ils te répondent toujours, enfin, des fois à 23h, 23h30, Ouais, minuit, ça dépend. mais ça, moi, je pense que ça montre en fait qu'ils sont en bout de course. Quand tu n'as rien d'autre à vendre qu'une espèce d'esclavagisme forcé et volontaire, c'est que tu n'as pas grand-chose sous le capot. Ouais, sauf le respect, hein, mais si tu veux, c'est un peu, tu dois tout le temps faire semblant et montrer que tu es corvéable à merci, disponible H24. On n'est pas dans la désirabilité et dans le luxe. Ouais, Si tu apportes d'aventure un conseil qui est un peu profond et solide, n'importe qui d'intelligent comprendra bien que quelqu'un, à moins que tu sois sur un projet très particulier, on creuse le tunnel sous la Manche, il y a une fuite, bon ben voilà, on n'est pas ok, on va se voir vite, hein. Le ouais, tunnel s'écroule, ça c'est autre chose, mais ça il s'agit d'un projet. Mais quand on est comme ça dans une relation, qu'elle soit business ou personnelle, c'est pas parce que quelqu'un ne répond pas dans la minute qu'il vous aime pas, faut se détendre, quoi. ouais, Il faut s'apaiser. Et d'ailleurs, ça boucle avec le message d'Edgar Tolle, c'est qu'il explique ça très très bien. C'est aussi comme ça que fonctionne la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si tu es très apaisé puis que tu vas vers ce qui t'est destiné ou ce que tu souhaites profondément, que tu as un bon alignement, toutes ces peurs de décevoir, si quelqu'un exige de vous que vous répondiez à 22h23, eh ben laissez-le être déçu. Non mais sans rire. Tu vois? Tu sais, moi, j'avais un ami qui était avocat à Dubaï. Mhm. Et lui, justement, c'était un ancien juge en plus aux États-Unis. Puis il me disait, moi, je réponds qu'à partir de la deuxième ou troisième relance. Et Ah comme ouais? ça m'enlève 40-50% des emails parce que tu as souvent des gens qui te font perdre du temps et au final, la chose, elle se règle toute seule, tu vois.
Alors ça, c'est clair. Une deuxième chose que tu peux faire, j'avais un copain qui a travaillé dans l'administration, il me disait la même chose, il disait il faut pas régler les dossiers tout de suite, tu les laisses s'empiler, puis tu ne traites que ce qui est là où ça hurle. Bon, voilà, c'est une manière de faire. Mais une autre manière de faire, c'est de ne pas répondre à un WhatsApp ou à un texto. Quelqu'un vous écrit à 22 heures, vous ne lisez même pas, ou vous lisez juste pour voir s'il y a le feu, n'est-ce pas? Parce qu'il peut y avoir des urgences, ça c'est clair. Et puis, ce qui est bien souvent, c'est de changer de canal. Si quelqu'un vous écrit, il faut prendre son téléphone et appeler. Ouais. C'est vrai qu'on appelle moins maintenant. Ouais, mais je trouve qu'on a tort. En fait, ça, c'est une gymnastique de choisir le bon canal. Et si quelqu'un vous écrit puis vous demande un truc très pragmatique, genre où est la clé du coffre? Bon ben, vous lui répondez, elle est dans le tiroir en bas à gauche, c'est réglé. Mais tout ce qui n'est pas de cet ordre-là, des discussions, etc., ça sert à rien. On peut répondre une fois et puis s'il n'y a pas lieu d'être, c'est soit on s'appelle, soit on se voit. Mais il ne faut pas oublier cette modalité de discourir. Elle permet de régler des problèmes différents. Et tout ne se règle pas par WhatsApp avec des messages. Tu vois, c'est juste pas possible. C'est vrai. Après, on finit fatigué et puis tu dois aller prendre des cachetons et te faire Ouais. soigner. Ouais, puis surtout, tu comprends pas bien ce qu'a voulu dire ton interlocuteur, parce que lui, il est là avec ses petits pouces sur son petit téléphone en choisissant mal. Si vous y réfléchissez, c'est vachement difficile d'écrire un message qui ne donne pas lieu à interprétation. Ça prend du temps, hein. Mmh. Pour écrire un message Ouais. où vraiment, voilà Younes, voilà ce que je voulais te dire, faut le contextualiser, faut écrire une page à 4, il faut y avoir passé du temps. Quand on écrit, on est tous les mêmes, quand on écrit un message WhatsApp, c'est tout, tu vois. Ouais. Sans compter que de temps en temps, maintenant, je ne sais pas ce qui se passe avec mon iPhone, mais il me corrige les choses bizarrement. Alors, je ne lui facilite pas la vie parce que j'écris en allemand, en français, en anglais, donc je n'ai pas toujours le bon dictionnaire. Donc, il y a des fois où ça part en steak complètement. Mais maintenant, j'ai décidé de m'en ficher. En fait, il faut corrige, je laisse. C'est trop énervant. Et du coup, tant pis, les gens doit avoir la même chose sur leur tel, donc je m'en fiche un peu. Mais la vérité, c'est que quand on écrit un WhatsApp, on n'est pas dans la réflexion. Ça dépend. Il peut y avoir des conversations en fait qui durent plusieurs jours où on ne se répond pas dans l'instant. C'est très bien. C'est d'une grande douceur vis-à-vis de l'interlocuteur, parce qu'en fait, on se fait l'amitié de croire que si d'aventure on ne répond pas dans la minute, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en lien, ça veut simplement dire qu'on prend le temps de réfléchir à comment on va répondre. C'est assez beau. Ouais. Bon, je pense qu'on peut encourager les auditeurs et les auditrices à prendre un moment pour vous déconnecter. Comme Complètement. ça vous évitera de devenir dingue et puis d'aller chez Sanofi ou Novartis. Le sujet du jour. Oui. Est-ce qu'ils participent au bien-être, Sanofi, Novartis, Roche, etc., etc. Qu'est-ce que Bien tu en penses sûr. avant de rentrer dans le vif du sujet? Bien sûr qu'ils participent au bien-être et ils sont simplement. Il y a plein de nouveaux médicaments maintenant qui sortent, qui permettent de régler des problèmes qu'on n'a pas pu régler depuis longtemps. Donc, de mettre de la technologie dans la santé, c'est une super bonne chose parce que ça règle des problèmes, ça diminue la souffrance, ça règle des problèmes qu'on ne pouvait pas régler. C'est bien entendu que l'innovation, c'est toujours bienvenu. Je ne dis pas que 100% des choses qu'ils font, c'est merveilleux, mais quand même, il y a des nouvelles molécules qui sortent, par exemple, pour les lupus ou pour des tas de maladies auto-immunes qui sont extrêmement efficaces. Donc, ça, on ne peut que le célébrer. Là où c'est un peu plus limite, c'est qu'il y a derrière un modèle économique où il faut extraire des sous. Ouais. Donc, ça peut être des médicaments, tu sais, ces médicaments pour traiter le cancer ou des maladies auto-immunes où c'est des injections qui coûtent des milliers de francs, des traitements est complètement hors de prix. Et je pense que ça, c'est un peu une fallacie au sens où ils disent toujours, mais si on facture plus ça, on peut plus investir. Mais le gros des investissements, il n'est pas dans la R&D. C'est des falaises. Il est dans quoi? Le marketing. Il faut voir que l'industrie pharma, c'est l'industrie la plus condamnée aux États-Unis. Hein. C'est ceux qui sont le plus souvent condamnés aux amendes les plus lourdes. Ok. D'accord. Voilà, ça c'est un fait. Bon,
Condamné, c'est-à-dire qu'il y a eu un décès, il y a eu non, des effets secondaires, ou c'est quoi? non, pas du tout. Condamné pour des pratiques commerciales jugées illégales, par Abusive. exemple. Ok. Pas que abusives, illégales. C'est Illégal. par exemple cette boîte pharmaceutique dont le nom m'échappe qui a commercialisé l'oxycodone aux États-Unis. Donc, Mhm. cet opiacé antidouleur, bah, je sais pas, tu as très mal à l'épaule, on te donne des pastilles, tu fais ça. Et ils ont réussi à convaincre, avec l'aide de McKinsey, on en avait parlé une fois, les médecins et la FDA, qu'en fait, c'était OK, finalement, on n'était pas si accro que ça. Ben si, et ça a fait des centaines, si ce n'est des millions de gens complètement désœuvrés qui, après, une fois qu'il n'y a plus d'ordonnance, ils sont tournés vers d'autres substituts parce qu'ils étaient complètement accros. Et là, alors, je dirais que le système médical en entier, pharma en tête, médecin à la suite, c'est tiré dans le pied. Parce que le but d'un système médical, c'est d'améliorer la santé générale et pas de prétériter l'état de santé des patients. Donc, de les rendre accros aux opiacés, dit comme ça, on se dit, bah, évidemment, c'est pas une bonne idée. Bah, c'est quand même ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que ça rapporte. D'accord? Et ils ont été condamnés pour ça. Donc, en fait, c'est complètement documenté, avéré et vrai. Donc, le problème, ce qui tue un peu le modèle des pharma, c'est qu'il y a quand même ce truc d'extraire le plus de dollars possible pour quelque chose. Et je pense qu'on pourrait simplement s'accorder sur le fait que oui, il faut de l'innovation, mais il n'y a pas besoin d'avoir des zillions de profits. C'est pas nécessaire. Ouais. C'est Bah, un je sais, surprofit, si tu veux. c'est un surprofit, c'est ce dont on parlait la dernière fois par rapport aux tarifs douaniers, et puis justement que Trump a décidé que les prix des médicaments ne sont pas 3 fois plus chers aux States plutôt qu'ailleurs. Ouais, il n'y a aucune raison. Et en fait, c'est uniquement parce qu'en fait, aux États-Unis, on peut faire de la publicité pour les médicaments, ce qui est complètement dingo. Il suffit d'interdire ça. Et pourquoi ça ne se fait pas? C'est parce qu'il y a tellement d'argent et tellement de pouvoir d'influence que voilà. Donc, alors, voilà, ça, c'est un côté de la pièce. Puis l'autre côté, c'est que je pense que une des tendances maintenant qui est en train d'être discutée, c'est pour les pharmas de se passer des intermédiaires. Avec l'IA, avec les diagnostics à distance, etc., ils vont pouvoir prescrire directement. Ça va être un Tu des penses? moyens. Ah, j'en suis sûr, ouais. Attends, parce que là, tu nous lâches une bombe. Tu parles d'intermédiaire, tu vas jusque, tu Les mets le pied dans la pharmaciens, bouche. les médecins. Non, Ouais, bien sûr. pas toi, Pascal, pas toi. Je dis pas que c'est une bonne idée. Je dis que c'est une manière de faire moins cher. Ah non, j'ai pas dit que c'était une mauvaise idée, mais dans l'absolu, je te Non, mais rejoins, c'est eux qui ce les sont des produisent, choses qui donc sont discutées maintenant. Hein. C'est pas. tu rigoles. Non, du tout. Donc, on enlève de l'équation le médecin, le pharmacien, et puis Pas pour tout, mais si tu veux, pour toute une série d'indications, en fait, c'est une manière. Si tu veux, le système de la santé, en fait, en termes de coûts, ça part vers le haut. OK. Ça, on le voit tous. En fait, on voit tous que c'est pas de moins en moins cher et qu'on a de plus en plus de sous pour payer un système de santé de plus en plus cher. Bien sûr, il y a le il y a vieillissement un de peu la de souffle. population, l'innovation, etc. Mais l'innovation inclue dans la pharma, ça peut aussi être de faire moins cher pour le même résultat, voire mieux. C'est ce qui s'est passé, par exemple, dans le digital. L'email, c'est mieux qu'une lettre et c'est beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Donc, faire moins cher pour un résultat identique ou comparable, c'est aussi une manière d'innover. Donc, il n'y a pas que traiter de nouvelles maladies, il y a aussi le fait qu'on peut utiliser d'anciennes molécules et traiter la même maladie ou les mêmes maux de manière beaucoup plus économique. Ce qui évidemment n'intéresse pas beaucoup les grandes pharma parce que quand tu comptes tout en milliards, pour faire bouger l'aiguille, to move the needle, il faut quand même des choses un peu onéreuses. Donc, ils pourraient aussi, et ils sont en train de le regarder, ils vont essayer de prendre une position plus dominante pour faire des économies réelles dans le système et se passer des assureurs, des pharmaciens et pourquoi pas des médecins pour certaines pathologies qui sont récurrentes, où tu dois recevoir, je ne sais pas quel médicament toute ta vie ou une grande majorité de ta vie. Il n'y a aucune raison. Les pharma, ils ont toutes les infos, c'est eux qui font les molécules, c'est eux qui écrivent les indications. C'était évidemment nécessaire avant le digital. Avant le digital, tu étais bien obligé d'avoir quelqu'un qui était l'intermédiaire entre la solution et ton problème. Mais
une fois que le digital est arrivé, ça va changer. C'est d'ailleurs pour ça que Amazon Health Services, il propose autant de consultations médicales que tu veux par vidéo call pour 99 $ par année. Ouais. Et c'est buffet à volonté, hein. Mais attends, juste pour aussi clarifier, tu te dis, ça va être l'explosion des médicaments sans ordonnance ou même si, parce que comment tu fais pour prescrire, je sais pas, enfin, tu as Mais pourquoi ce les pharma ne le médicament feraient que pas? Ce sont les pharma, en fait, qui définissent comment on va prescrire un médicament. Si tu prends, je ne sais pas, si c'est tu dois donner un antibiotique à tes enfants, ils vont dire, ben voilà, tu vas lire la notice, ils te disent, voilà, c'est tant de milligrammes le matin, de préférence avant les repas, etc., etc., etc. Ça, ce sont les pharma qui donnent ces guidelines. C'est pas les Attends, médecins. tu dis les pharma officiellement ou c'est plus, Officiellement, c'est eux qui font les… les tests, c'est sûr. Ouais, mais tu as quand même des agences, comment ça s'appelle, genre Qui l'FDA ou lisent. l'Agence nationale de sécurité du médicament qui vont te dire oui, il faut… Qui prennent ces rapports et qui mettent un stempel dessus. On l'a bien vu pendant le Covid avec les vaccins, etc. C'est pas les agences nationales où tu auras 50 pelés au fin fond d'un bureau sordide qui vont lutter contre des pharma qui ont des milliards. Là, c'est une question de poids, c'est du sumo. Là, en fait, ce que tu me Ouais. dis, c'est qu'on a le sumo champion du monde, le sumotori, 206 kilos, jamais perdu un combat. Et puis en face, on a un mec épais comme un sandwich, la SNCF, sans beurre, avec un vieux jambon tout sec. Ils n'ont aucune chance. Ce ne sont pas les agences nationales qui décident, ils n'ont simplement pas les moyens. Ok. C'est un peu comme ce qui se passe avec ce médicament, l'Ozempic, là. Ouais, Tu sais, c'est pour typiquement. traiter le diabète. En fait, apparemment, ça fait perdre Du du poids. poids de dingue, quoi. Ouais. C'est exactement la même chose. Ouais. Ok. Donc, toi, ok. C'est Ben, assez choquant, ce que mais tu c'est dis. C'est qu'en choquant fait, c'est pourquoi? qu'ils font Non, ils font la non. pluie et le beau temps, C'est le cas aujourd'hui, c'est les d'ailleurs pour pharma, ça quoi. qu'ils sont condamnés régulièrement et qu'ils s'en sortent, parce qu'ils payent des amendes de l'ordre de grandeur de centaines de millions, voire de milliards, et puis tout continue. Ils prennent des décisions business, et je pense que le rôle du médecin, du soignant, du chaman, il va fondamentalement évoluer. Il va être ce rôle d'intermédiaire entre la data et l'action, je pense qu'il va peu ou prou, plus ou moins disparaître. Évidemment pas pour les professions qui sont liées aux atomes, type chirurgien, je te répare les intestins, si tu veux. Là, c'est clair qu'il faut quelqu'un qui s'occupe de toi. Mais il y a quand même beaucoup de trucs en médecine où c'est prendre des infos, tic, 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 travailler ces données et puis prendre une décision. Et je doute fort que l'être humain reste meilleur pour faire ça que l'IA pendant très longtemps. Et ça permettra, évidemment, dans un système économique, quand tu supprimes des intermédiaires, tu économises des sous. Mais qui économise? Nous ou c'est eux qui vont économiser? Nous, Donc, nous. en soi, c'est positif. Mais imagine qu'en fait, en Suisse et en France, on ait ce système c'est surtout vrai en Suisse. Hein, on paye des assurances maladie en Suisse à titre privé qui vont de, je ne sais pas, pour un tout jeune, peut-être 300 francs. Et pour un moins jeune, s'il a une assurance privée, 800, 900 francs par mois. C'est énorme, hein. Voilà, donc c'est quand Ouais, même, c'est ça, c'est ça. c'est quand En même moyenne, un pas. foyer, c'est en tout cas entre 1000 et 1500 Voilà. francs suisses, à peu près l'équivalent en euros Mhm. de Donc frais d'assurance et ça, c'est tous les mois, donc c'est quand même pas tous les mois. négligeable. Si maintenant on met en place le système Amazon Health Services et tu peux avoir accès à un médecin spécialiste, tout ce que tu veux, autant que tu veux, pour échanger avec lui par vidéo call, je suis parfaitement conscient que ça ne va pas régler tous les problèmes. C'est évident, il y a des fois où il faut être. C'est un accident de voiture, puis qu'on t'appelle par vidéo call, ça te fait une belle jambe. Ou un accident de ski. Donc, c'est clair que ça ne règle pas tout, mais ça diminuerait déjà pas mal la charge sur les hôpitaux, les centres d'urgence, etc., etc. On a tous fait l'expérience d'arriver dans un centre d'urgence où on attend des temps immémoriaux. Alors en Suisse, on a encore de la chance parce que ça marche encore bien, on n'attend pas trop longtemps. Je ne sais pas comment c'est à Genève, mais c'est encore le système. Non, on est bien servi. On est bien. Mais à l'évidence, avec des coûts qui augmentent comme ça, quand il y a quelque chose qui part de manière non bornée, ça diverge. Ça pourra pas marcher. Donc,
Il y a un moment où il faut amener Bah, un changement. attends, je te coupe parce que j'aimerais bien que tu nous décryptes ce qu'on paye. Parce que ça, c'est vrai que tu as beaucoup de gens, enfin, on paye chaque mois 500 balles ou 300 balles. Mhm. On paye quoi dedans, en fait? Alors, on paye une partie du système de santé. En fait, en Suisse, on paye la santé à deux endroits. Il y a un endroit que les auditeurs ne voient pas et un qui voit. Celui qui voit, c'est la LAMAL, la loi sur l'assurance maladie, qui est obligatoire. Donc, on ne peut pas se soustraire à cette assurance privée, mais obligatoire. Donc, Quand c'est tu un dis peu… privé, ça va à des boîtes privées, à des SA, quoi. Alors, c'est ça, et surtout, tu le payes toi comme individu. En France, le système, il n'est pas comme ça. Mais c'est C'est vrai. une mutuelle. Je trouve le système français plus malin, mais On a ils essayé de ont… voter pour cette loi en Suisse, mais ça a été souvent Ouais. refusé, hein, Alors, rejeté. c'était pas tout à fait la même chose parce qu'en fait, en Suisse, on a des assureurs qui sont d'ordre privé, donc des sociétés anonymes, et on en a toute une série qui font semblant de se faire de la concurrence pour une loi qui est identique. Donc, Ok. à mon avis, c'est complètement absurde. Mais bon, je pense que l'IA va se charger des assureurs. Ça ne Là, manquera là. pas de faire pchit, je pense, hein, ça c'est sûr. Mais ça prendra un petit peu de temps. Le point, c'est qu'en fait, en Suisse, on paye soi-même chaque mois en fait une assurance privée et qu'en plus, et ça on le voit pas, mais vous payez ça aussi à travers vos impôts. Parce qu'il y a une partie du financement importante des hôpitaux, du système de santé dans son ensemble qui est payé par l'impôt. Donc, c'est plus que ce Ok. qu'on paye chaque mois, hein. Il y a aussi toute la partie qui vient des impôts. Et c'est très bien, tout le monde a envie d'avoir un système de santé qui soit efficace et tout, mais maintenant, est-il efficient? Ça, je suis moins sûr. Hmm. Et je pense qu'il y a simplement trop d'acteurs. Tu as les assureurs, tu as les médecins, tu as les pharmaciens, tu as l'État qui fixe les tarifs et qui fixe le cadre légal, tu as l'hôpital, tu as l'hôpital privé, tu as les cabinets de ville, etc., etc. Donc, il y a toute une Et smala. C'est un système hyper complexe. tu as les assureurs aussi qui ont des réserves supérieures au double que ce que la loi prévoit aussi. Oui, mais c'est pas ça qui fait l'augmentation. Si tu veux, ce qu'il faut regarder, je suis d'accord, c'est pas Bah, au lieu d'avoir 4 milliards, par exemple, ils en ont 8. Mais tant mieux, ils sont blindés, c'est bien. Ça, tant mieux. Ouais, ça c'est tant mieux. Mais ça, c'est pas le problème parce que c'est pas, si tu veux, Bah, et l'argent, il vient de souvent, notre poche. oui, mais c'est pas un problème parce qu'en fait, ils ne le volent pas. Ils le mettent simplement de côté. Ils en mettent un peu trop de côté. Ils sont un peu trop prudents. Bon, on va pas mieux ça qu'une assurance qui fasse faillite puis qui te rembourse plus tes traitements. Donc, ok, ils se mettent bien. On va dire ça comme ça. Moi, ça me dérange pas du tout. Parce qu'en fait, ce sont des entreprises très bien gérées, très saines. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et le fait que les assureurs maladie aient d'aventure des réserves un peu trop importantes, and so what? Cet argent, il ne disparaît pas. Et c'est Ouais, pas ils l'ont ça pas qui utilisé fait… pendant le Covid. Oui, mais c'est pas ça qui fait l'augmentation des coûts. Ah non, Le, certes, ouais. le, le problème, c'est pas la richesse des assureurs. Le problème, c'est pas la richesse des médecins ou la richesse des pharmaciens. On s'en fiche. Tant mieux si les gens gagnent beaucoup de sous et c'est bien. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on est dans un système qui diverge. Si tu veux, si les primes, on va faire un cas qui ne va pas du tout arriver, mais imaginons qu'en fait, aujourd'hui, les auditeurs, ils payent chacun de leur poche 500 francs en moyenne, on va dire, pour eux, leur famille, leurs enfants, etc. 500 francs par personne. Donc, en fait, toi, si tu as une famille de 4 personnes, c'est 2000 francs. Bon, 2000 euros par mois, il faut les sortir. Maintenant, imagine, et encore une fois, je ne pense pas du tout que c'est ça qui va arriver, parce que ça augmente en général de 1, 3, 5, 7%, suivant l'assurance que tu as par année. Mais si tu fais les intérêts cumulés d'une augmentation de 3% par année, on ne va jamais s'en sortir. Donc, si maintenant je te dis, l'année prochaine, ça double. On passe de 2000 à 4000. Tu me dis, waouh, mec, il faut trouver des sponsors pour des croquettes pour chat pour notre podcast parce qu'on ne va pas s'en sortir. Tu tiens une année, ça redouble. On passe de 2000, 4000, 8000. C'est fini. Tu n'y arrives plus. Ouais. D'accord? Il y a un moment où c'est juste plus possible. Donc, c'est un système en fait qui n'a de cesse que d'augmenter, ça ne marche pas. Et je pense qu'un des trucs en fait en médecine, c'est qu'on pense que l'innovation, c'est que traiter avec des formes différentes des maladies, que
tout le monde est content. Je sais pas, si tu as des migraines, tu as un médicament miraculeux qui te soigne tes migraines, tu es super content et voilà, on est solidaire et on paye ce traitement. Mais il y a aussi le fait de transformer le système de santé pour passer de sick care à health care, de faire en sorte que les gens soient en forme et pas uniquement que ça rapporte. C'est pas ça ne doit pas être la seule boussole pour ce truc-là. Et C'est du pour coup, ça qu'ils nous offrent les abonnements. Si tu as une bonne complémentaire, ils t'offrent un abonnement à la salle de sport. Un bien abonnement sûr, à la salle de sport. bien sûr. C'est excellent. Toi, tu as ça, toi? Non, non. Non, Ouais. non, moi j'ai vraiment une assurance de base. Je ne sais Ok. même pas si j'ai une complémentaire. Hmm. Je... Enfin, j'ai un peu ce truc, moins tu vas chez le docteur, mieux tu te portes. Mais moi, j'y vais jamais non plus. Mais tant mieux, on a de la chance. Ouais. On a vraiment de la chance. Mais je pense vraiment que là, si tu veux, la manière dont les pharma, et d'ailleurs, c'était pour revenir à ce Sanofi, c'est très intéressant de voir comme ils parlent de l'innovation, des nouveaux médicaments, des maladies rares, etc., etc. Oui, c'est un plan qui sent le pognon, mais qui sent pas le bien-être généralisé. Ok. Tu vois? Ouais. Et moi, personnellement, je pense qu'il loupe deux choses. Il loupe le fait qu'en fait, je pense que les fabricants de traitements vont devenir des prescripteurs. Ça, c'est la pop. Peut-être qu'ils en parlent et qu'ils ne le disent pas, mais ça, c'est un changement de modèle d'affaires pour eux. Et s'ils font ça, en fait, ils vont devoir faire preuve d'économie. Donc, en fait, on va voir les coûts se stabiliser. Et puis, la deuxième chose, c'est que je pense qu'ils font une immense erreur, les pharma, c'est qu'ils se surspécialisent dans la surperformance. Mhm. C'est genre, on va vous faire une molécule et quand vous aurez 112 ans, vous allez gagner 6 mois. Mais bon, ouais, ok. Ce qu'il faut, c'est mettre en place une médecine du bien-être plus que de la performance. À tes souhaits. Merci. Pardon. Et on parlait de ces chiffres astronomiques en parlant des assureurs, mais tu as aussi justement Sanofi et Novartis qui ont publié une lettre ouverte dans le Financial Times en avril 2025 et ils appelaient l'Union européenne à relever les prix des médicaments. Bien sûr. Eux, ils estiment que les prix actuels en Europe sont trop bas. Et ils ont passé toutes les dernières années à racheter leurs actions. Fuck off. Non, non, c'est une blague. Si tu veux, C'est vrai, c'est vraiment vrai. Hein. Enfin, que tu dis c'est une blague pour les auditeurs, comme ça vous savez que c'est vrai. Non, non, oui, c'est une blague. Je veux dire, j'entends, c'est pas sérieux. Alors, bon, maintenant, si tu vois ça d'un point de vue purement capitaliste, les gars, ils sont à la tête d'entreprise et ils font du lobbying pour gagner plus de sous. Ils sont payés, c'est leur fiduciary duty, donc ils sont payés pour faire ça. D'accord? Mais il ne faut pas se tromper. Un patron d'une pharma, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est le cours de l'action, son bonus et combien il va gagner, combien l'entreprise va gagner, c'est tout. Il est jugé là-dessus. S'il ne le fait pas, il part. Ouais, je te mets l'article si quelqu'un veut regarder. Ouais. Non, mais bien sûr, En passant, si tu remarques, le PDG, enfin je sais pas qui c'est, Chief Novartis Chief Picture, ouais, c'est le CEO, c'est un Indien, hein, tu vois. C'est intéressant de voir que les Indiens, ils sont en train de prendre la tête de toutes les plus grosses boîtes au monde. Ils ont vraiment un pipeline de cerveau. C'est impressionnant. Satya Nadella à Microsoft, Sundar Pichai non, mais à le mec, Google. il est évidemment brillant. Ouais. Bon, il est américain, hein. Kash Patel au FBI. Ouais, mais il est américain, hein. Ah non, Kash Patel, je crois qu'il vient c'est une tribu d'Afrique du Sud, mais d'origine indienne. Donc voilà, ils ont publié cette lettre et puis ils disent en gros, il faut que. Non, mais là, Vasant Narasimhan, il est né à Pittsburgh, hein. Donc, ouais, enfin d'origine, ouais. Alors, okay. Oui, ses parents étaient originaires d'Inde, okay, mais c'est un Américain pur souche et il pense en dollars. Ouais. Il a commencé chez McKinsey. Je trouve qu'ils sont un peu plus avancés que nous, hein, en Européens, en termes d'inclusivité. Je pense qu'ils réfléchissent plus à la thune et puis qu'ils réfléchissent pas du tout en termes d'inclusivité, mais de pognon. Si t'es bon, t'es bon, quoi.
Ouais, ça a toujours Peu été importe ma de tout théorie. voir. En fait, on s'en fiche complètement. Il faut juger les gens sur leur caractère et leur qualité, pas du tout sur. On s'en fiche, quoi. Le mec, il a des parents indiens, waouh, super. Il prend moins de coups de soleil, mais on s'en fout, quoi. Ça n'a aucun intérêt, hein. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je pense il faut uniquement examiner la pertinence du personnage pour une fonction donnée. Et là, ce qu'il a surtout, plutôt que d'être d'origine indienne, ou d'Inde, il est surtout américain et il pense en dollars. Il a commencé sa carrière chez McKinsey et je pense que une entreprise qui rachète ses actions, moi je trouve qu'on devrait leur interdire. C'est un scandale. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand est-ce que tu achètes tes actions? Tu les achètes pour diminuer la quantité de stocks qui sont floating et puis pour faire monter le cours de l'action. Et l'action monte naturellement. C'est une manière de redonner du profit aux actionnaires. Ouais. Eh ben, Donc ça on est suffit. d'accord, c'est foutage de gueule, quoi. Oui, Demander que oui, les prix augmentent, quoi. oui. Ça veut dire que c'est même pas du foutage de gueule. Ça veut dire c'est proposer un truc comme ça alors que tous les systèmes de santé occidentaux ils sont à genoux parce qu'ils coûtent trop cher et puis dire ben, on va en prendre encore plus. Et c'est quoi l'impact si ils augmentent les prix de manière significative Ben, sur nous? ils font un transfert de pouvoir d'achat entre les masses et les élites. Imaginons que tu aies 100 millions, on va dire, tu as réalisé cette fortune mirobolante, etc. Tu vois cet article, tu achètes des actions Novartis, l'action, elle va faire comme ça, et tu doubles ton capital. Donc, ça veut dire que s'il veut, ça contribue à accélérer l'accumulation de capital dans des mains de moins en moins nombreuses, ce qui va nous mener à une société tout à fait navrante et peu heureuse, tu vois. Donc, en fait, c'est simplement un transfert de richesse entre le grand nombre et le petit nombre. Mais je dis sur, par exemple, la sécurité, comment ça s'appelle, la sécurité sociale ou pour nous en Suisse et tout. C'est-à-dire que forcément, ton assurance, elle va augmenter, non? Ah oui, c'est sûr. Oh, c'est sûr et Et on certain. va encore se faire ramasser par rapport à ça. Ça va être ça pendant un temps. Et puis, au bout d'un moment, quand on reprend notre exemple, 2000 une année, 4000, 8000, au bout d'un moment, ben, il y aura de moins en moins de gens qui payent. Moi, j'avais écrit un article avec Xavier où on disait que l'assurance maladie en Suisse, c'était similaire au CDS de 2007-2008 aux États-Unis. Parce que des chiffres que j'ai vus, il y a environ 1 million de Suisses qui n'arrivent plus à payer l'assurance maladie privée. Je crois que c'est la première cause de poursuite, hein, il me semble, un truc comme ça. Exactement. Et du coup, tu sais, 1 sur 8 qui paye plus, c'est beaucoup, hein? Ouais. C'est beaucoup. Potentiellement, ça pourrait s'effondrer, tu dis? Ouais, bien sûr. Ok. C'est-à-dire, le Ok. système marche que si tu veux. Pourquoi, en fait, l'assurance maladie, la mal, elle est obligatoire en Suisse? C'est qu'en fait, si quelqu'un ne paye pas, bah, tu dis, bah, mec, tu n'as pas payé, on vient te chercher les sous. Peut-être pour nos auditeurs français, les poursuites en Suisse, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, mais si tu ne payes pas une facture, puis quelqu'un dit, non, non, mais là, mec, on veut les sous, c'est l'État qui se charge de récupérer ces sous pour lui, en fait. C'est l'État qui se met comme intermédiaire pour arbitrer ça et puis faire en sorte que le créditeur soit payé par le débiteur. Et du coup, s'il y a un huitième des gens, soit 12,5% des gens qui ne payent plus, c'est pas qu'ils attendent les poursuites parce qu'ils se disent non, mais là, moi, je me prends des vacances, je paye plus. C'est pas ça. Ouais. C'est qu'ils n'ont plus les sous. Et s'ils n'ont plus les sous, à de rares exceptions, mais disons, la grande majorité, c'est clair qu'ils n'ont pas les sous pour payer. Et si tu as un peu plus de 12% des gens qui ne peuvent plus payer, ben c'est un signal faible à voir, à regarder, parce que c'est pas très loin du taux. Imagine que ce soit des prêts hypothécaires. Si tu as 10% des propriétaires qui ne payent plus leurs hypothèques, je peux te dire que tu as un crash immobilier majeur. Ouais, c'est énorme. Parce que tout d'un coup, tu as 10% du marché immobilier qui est à vendre. Parce que, évidemment, quand on est propriétaire, en fait, on prend une hypothèque. Je ne sais pas, vous achetez une maison à 1 million, vous amenez 250 000 francs propres, de fonds propres, 750 000 comme prêt à la banque. Vous ne payez pas l'hypothèque. La banque, elle dit, bon, ben, grand, tu es bien gentil, nous, on va récupérer ta maison. Je dis, oh, ben, c'est moche, ok, prenez-la. Si tu as 10% du parc immobilier d'un pays qui est disponible du dimanche au lundi, comme ça, eh ben, ça fait beaucoup d'objets en vente au même moment. L'offre est infiniment supérieure à la demande. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un crash de l'immobilier. Ça veut dire que la valeur d'un appart se fait.
Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si tout d'un coup, toi, tu avais payé tes traites parce que tu es un bon type, tu as acheté ton appartement à 1 million, puis la banque te dit, Younes, écoutez, on vous a prêté 750 000, mais maintenant, votre appartement, il vaut plus 1 million, il en vaut plus que 600 000. Puis du coup, tu Ouais. dois le rembourser. Tu vois, tu connais bien ces mécanismes, tu as travaillé dans une banque. Et du coup, ça fait un crash immobilier, mais on pourrait très bien avoir le même crash dans la santé. S'il n'y a plus assez de gens qui payent, ça va péter. Et Ouais, moi, on n'est pas loin. et surtout, quand on te met aux poursuites en Suisse, c'est-à-dire que tu peux pas trouver un appartement parce qu'on te demande ça. Des fois aussi, Alors, ton employeur, il te le demande. Donc, c'est pas que les gens, ils le font pour s'amuser, quoi. Il y a non, vraiment non. des conséquences derrière. En Suisse, tu peux tout faire comme tu as envie, mais tu payes tes factures. Sinon, tu es foutu. C'est le seul truc qu'on te demande. Tu es d'accord? You Tu peux don't ne mess around tu avec parles la pas main. la langue, c'est OK. Tu t'habilles chelou, c'est OK. Mais il y a un truc avec lequel on plaisante pas du tout, c'est la thune. Non, C'est vrai ou pas? l'oseille, ouais. L'oseille, c'est l'oseille. Il faut pas blaguer. C'est l'oseille. Il faut pas blaguer. Donc, tu peux venir avec un petit cornet, avec des petits lingots d'or, c'est OK. Tu payes dans la monnaie que tu veux. On est super souple et discret, mais tu payes. Ça, c'est sûr. En parlant de monnaie, donc à cause de ces tarifs, Novartis et puis Sanofi, ils ont annoncé des investissements aux États-Unis. Donc apparemment, la politique de Trump, elle est en train de marcher. Novartis, ils ont dit, ils ont dévoilé un plan d'investissement de 23 milliards de dollars sur 5 ans pour construire et étendre 10 sites, dont 6 usines manufacturières et un centre de R&D à San Diego, avec l'objectif de produire 100% de ces médicaments destinés aux États-Unis sur le sol américain. Ouais. Ça devrait créer 1000 emplois et 4000 emplois indirects. Donc Trump, il est quand même pas mal par rapport à ça. Et je te donne pour Sanofi, c'est 20 milliards. 20 milliards d'ici 2030 dans la fabrication et recherche aux États-Unis. Oui. Même chose. Mais bon, ça, ce sont des communiqués de presse. Oh là là, tu doutes du bien fondé de la news. Bon, alors, le patron de Novartis, ça, je le tiens de quelqu'un qui a travaillé pour lui. Attention. Dans les années 2000, il disait déjà, nous produisons là où sont nos clients. Dans les années 2000. Donc, Ok. ils avaient déjà anticipé ça et ils sont déjà prêts, ils ont déjà des usines là-bas. Donc, voilà. Un patron de pharma qui comprend ça que maintenant, déjà, on peut dire, bon. Et je doute qu'ils ne l'avaient pas compris parce qu'ils se suivent les uns les autres, ils ont vu ce qu'ont fait Novartis. Donc, du coup, s'ils l'ont pas fait, c'est qu'ils ont jugé que ça ne valait pas la peine. Si tu étais patron d'une grosse boîte comme ça, tu dirais quoi? Bien sûr qu'on va économiser, on va investir 20 milliards. Ouais, tu fais une annonce. T'achètes un terrain, tu loues 3 pelles mécaniques, tu fais un trou, tu dis le projet prend du retard, mais on s'accroche. Puis voilà. Puis dans 3 ans, Trump, il n'est plus là. C'est oublié, quoi. Mais oui. Le Japon a fait ça, tous les pays un peu malins, ils disent qu'ils vont faire des gros investissements. J'avais même entendu qu'ils avaient annoncé, Sanofi, qu'ils allaient produire une partie du Doliprane aux US aussi. Oui. Mais je ne sais pas si c'est réel ou pas. Un communiqué de presse, c'est un communiqué facile. de presse. Hein. Ouais. On en a déjà parlé souvent, c'est dirigé par la news, tu vois. Mais alors moi, entre ce que les entreprises annoncent, les gouvernements annoncent, etc., et quel est le plan réel, alors je pense qu'il y a des kilomètres. Hein. Mais c'est un monde où il faut raconter une histoire. En fait, si tu te fais menacer de tarifs, tu annonces que tu investis, c'est sûr. Ouais. Tu vois? Non, ça a du sens. Ça a du sens. Et puis, après, c'est des négociations qui prennent plusieurs années, 3 ans, mois. et puis après, on regarde. Et puis après, on regarde, quoi. Ouais, et de bien toute sûr. façon, lui, dans l'absolu, Trump, même si ça ne se fait pas, en tout cas pour sa base électorale, ils entendent qu'il est en train de faire quelque chose, quoi. Oui, puis si tu veux, Trump, lui, il a un mandat. Donc, dans 3 ans, il n'est plus là. Il va certainement perdre le Sénat aux midterms. Donc, en fait, il lui reste une année. Ah ouais? Si ça se passe comme ça, c'est OK. Bah, c'est souvent comme ça. Les présidents américains, ils sont élus. Au milieu de leur mandat, il y a une élection pour le Sénat. Ben, voilà, quand les chambres elles changent, ils n'ont plus la possibilité de faire passer des lois. Puis ils attendent.
Ok, bon, on verra, hein. On verra. Tu vois? J'avais lu quelque chose comme quoi si je l'avais envoyé d'ailleurs, mais si tout se passe bien avec les tarifs et ces augmentations, ça peut ramener, je ne sais plus combien, 350 milliards additionnels aux États-Unis, quoi. Juste en ayant Mhm. augmenté les tarifs. Ouais, Enfin, je ouais, vais ouais, retrouver le mais truc. je suis pas certain, parce à mon avis, c'est une ânerie, parce que déjà, la méthode n'y est pas, que dans le business, il faut regarder les choses à long terme, et puis que là, d'être brutal comme ça, c'est pas une bonne idée. C'est Jeffrey Sachs qui disait, vous avez bien meilleur temps d'avoir les États-Unis contre vous que comme alliés qui vous Ouais, laissent sur la paille, ce qui n'est pas forcément tout faux. Même si moi j'adore ce pays et que je trouve que c'est le meilleur pays pour faire du business, mais le fait est qu'ils ne sont pas tendres, ils sont volatiles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas constants dans le temps. Et je pense que ce que ça a surtout fait, ces tarifs, c'est que ça a montré au monde en fait la manière dont l'Amérique se comportait et qu'en fait, il a renforcé et accéléré la dédollarisation et l'alliance entre les pays des BRICS, donc le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, je pense qu'ils principalement. vont en Ouais. bénéficier justement de Ah, ce manque de c'est stabilité. déjà en train d'arriver, ouais, c'est sûr. C'est Et ça certain. arrive comment? Ça arrive sous forme de Mais quoi? ça arrive, par exemple, ils ont menacé le Brésil et Lula, puis Lula, il a dit, ben, c'est pas grave, allez vous faire cuire un œuf. Nous, Ah on ouais? va se rapprocher de la Chine et de la Russie, mais bien sûr, les gens sont pas fous. On est en fait un champ. En 89, quand euh, les, les- le communisme a perdu, il y a eu ce moment unipolaire qui n'a pas duré très longtemps. Puis maintenant, on est en train de prendre note du fait qu'on n'est plus du tout dans un monde unipolaire, on est dans un monde multipolaire. Et puis les États-Unis ont visiblement pas tout à fait reçu le mémo. Et ils essayent de se replier un peu chez eux. C'est pour ça qu'ils veulent des usines chez eux. Et du coup, mais ils ont gardé un petit peu cette illusion qu'ils peuvent utiliser le bâton et menacer les gens. Et ben, ça marche moins bien que ça parce qu'il y a d'autres pays qui font des avions, il y a d'autres pays, enfin, ils ont plus cette domination de la tête et des épaules dans tous les domaines. Par exemple, dans le domaine militaire, ils ont pas encore de missiles supersoniques, alors que la Russie en a. Et ce sont des missiles qui permettent de couler les porte-avions. Alors, du coup, tu peux un peu moins faire le mariole. Donc j'entends. Voilà, c'est comme ça. L'Occident, elle a conquis le monde à la canonnière, pas parce qu'elle avait de bonnes idées. Mais Il y a eu- est-ce que tu penses justement que, comme tu dis, il les a envoyés balader Lula et puis enfin, la Chine, c'est quand même assez puissant, la Russie aussi, enfin, tu as tous ces Mhm, BRICS. Mais généralement, ce qui se passe, que quand tu as quelqu'un qui veut faire cavalier seul ou voilà, qui prend le lead, mhm. il y a des tentatives d'ingérence. Bien sûr, Enfin, la CIA, si on ose aller là-dessus, mais oui. ils font bien leur boulot. Mais est-ce que tu penses qu'ils peuvent s'en Ben, prendre à la Chine? ils vont essayer, mais tu crois qu'ils attendent? Bien entendu qu'ils le font. Mais simplement, c'est pas le truc, c'est que tu peux faire des coups tordus, mais après, il faut aussi proposer quelque chose. Il faut avoir un dynamisme économique qui est plus grand. Et ce qui a fait la grande force de la liberté, c'est la capacité à échanger, la capacité à inventer, la capacité à s'adapter. On voit, ils en font preuve dans les domaines du digital, l'IA, etc. Ils sont loin devant. Mais en fait, quand tu fais des affaires avec un partenaire économique qui est un continent, il faut aussi pouvoir respecter le droit. D'accord? C'est quand même pas mal. Pourquoi? Parce que ça propose un cadre qui est bien entendu jamais parfait, mais qui est beaucoup plus rassurant parce que tu peux définir les règles. C'est comme au foot, quoi. Il y a des règles et puis on se met d'accord, puis l'arbitre, on le critique, mais n'empêche. Imagine un match de foot où il n'y aurait pas d'arbitre, ça tournerait vite au pugilat. C'est La clair. règle de droit, en fait, est au monde des affaires ce que l'arbitre est au foot. Et même si on le critique, en fait, il est extrêmement utile. Et ce que les États-Unis font maintenant, et c'est pour ça que je pense que c'est une grosse erreur, c'est qu'en fait, ils contournent cette règle de droit pour imposer comme ça leur volonté. Je comprends parfaitement pourquoi ils le font, c'est complètement OK. Mais c'est sûr que si maintenant tu dois faire un partenariat à long terme et créer des alliances, tu vas plutôt forger des alliances avec des gens en qui tu penses que tu peux avoir confiance. Ouais, Regarde ce qui s'est passé avec le F-35 en Suisse.
On a décidé d'acheter des avions de combat F-35 pour 6 milliards. Et dans le contrat, ils sont tellement, je ne sais pas s'ils le savaient ou pas, mais ils sont tellement ploucs. Ils ont mis une petite ligne comme quoi le prix était fixe. Puis évidemment que tout le monde hurlait en disant, mais évidemment que non, c'est l'avion le plus cher. Puis, non, 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 c'est plus économique, on a regardé. Et puis maintenant, les États-Unis, ils ont décidé qu'en fait, non, le prix n'était pas fixe. Ben, Ok, j'ai pas suivi cette news. Ben ouais, ben c'est moche, quoi. Si tu veux, quand c'est marqué dans un contrat, puis qu'ils disent, ben non, en fait, vous avez mal lu, là, vous avez mal compris. Et il l'a dit, C'est dingue ça. le Ils font ce qu'ils veulent. responsable des achats. Ouais, il a dit, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont décidé que, il a dit, légalement, le contrat nous donne raison, mais c'est juste qu'on peut pas, la microscopique suisse peut pas imposer sa volonté aux États-Unis. Bah, tu Et pull out du deal, quoi. Comme ils ont fait l'Espagne. L'Espagne, ils ont pull out, ils ont dit je on pense prend que pas les F-35. c'est ce qu'on devrait faire, absolument. Moi, j'ai une proposition hyper bien, c'est d'acheter des avions brésiliens à hélice Tucano. C'est des espèces de, on va les montrer, ils sont très jolis. À hélice, c'est beaucoup plus romantique, ça fait beaucoup moins de dégâts et de prendre des drones. Euh, Et de toute voilà. façon, les F-35, on n'en a pas besoin hein, en Suisse. Bah, attendez. Defense and Security. Je veux dire, Euh, on est toujours en train de parler de défense et puis d'investir. Mais en gros, on est neutre et puis au milieu de l'Europe, donc ouais. je vois pas qui est-ce Je qui pense que c'est viendrait quand même nous bien d'avoir embêter. une armée. Hein. Il ne faut pas Non, oublier le c'est bien d'avoir une armée, dicton. mais des F-35. Soit tu as ton 35. armée dans le pays, soit c'est une autre armée qui t'occupe. Mais voilà, des avions à hélice, franchement, ça a de la gueule. On peut en acheter plein. Ou on pourrait acheter des Pilatus qui font, une marque suisse qui fait aussi des avions. Pourquoi pas? On en met plein. Et tout ça. Et puis des drones. Et basta cosy. Et on fait des économies. Il est joli. Il est joli, mais ça, c'est quoi? C'est brésilien, t'as dit? Ouais. Mais Mais c'est quoi? sinon, L'équivalent du F-35? pas du tout. Non, non, c'est un avion à Même la pas, con c'est qui un va truc beaucoup à... plus lentement. Il n'y a pas du tout les mêmes systèmes. Mais sinon, Pilatus, société suisse, tout est pile poil. PC-21, voilà. D'ailleurs, l'armée suisse, l'armée française aussi les utilise pour former les pilotes. C'est des super zingues. C'est bien, moi je trouve qu'il y ait des jeunes qui puissent piloter des avions et s'éclater. C'est pour ça qu'il faut absolument une aviation. Ça fait rêver, c'est bonnard, c'est beau, ça fait des meetings aériens, ça, c'est joyeux. Mais ça, plus des drones et tout un système de défense anti-envahisseur. Puis voilà. Puis je pense que ce truc des F-35, en plus, c'est un mauvais avion qui n'a de cesse de Ouais. tomber, de ne pas fonctionner. Il n'est pas ouf aussi, de ce que j'ai entendu, Non, ce que j'ai pu lire et tout. non. Puis c'est une taxe, en fait, que prennent les États-Unis sur les pays européens. Donc, en gros, l'Espagne, elle dit, bon, bah, vous voulez nous augmenter les tarifs, très bien, bah, nous, on ne paye pas votre taxe sur les avions militaires. Il y a aussi les Turcs qui ont fait un avion, Ouais. je ne sais plus comment il s'appelle, Turkish Jet Fighters. Voilà, c'est le Thai TF Can. Je ne sais pas ce qu'il vaut, hein, mais quand même, il a de la gueule. On ne le voit pas à l'écran. Attendez, c'est la régie, ils sont lents, pardon. C'est étonnant que tu t'y connaisses aussi bien en Je m'y connais un aviation. maximum en avion, ouais. C'est-à-dire, Mais je connais beaucoup mieux l'automobile, mais c'est ah, intéressant. C'est une pièce d'ingénierie qui est intéressante. Comprendre comment ça fonctionne, qui fait quoi. ok. Tu vois, il est quand même, c'est respectable. Il est beau. Ah, mais les gens, ils vont te dire, la Turquie, c'est pas un partenaire fiable, tu peux pas faire confiance. Tu vois ce que je veux dire? Où? Je sais pas. Je suis pas On en, sûr. on en revient. Si tu essayes de vendre des avions turcs en Suisse, ça va faire. Ou suédois, il y a aussi d'excellents Saab, Saab Gripen, là, très bon avion. On n'avait pas déjà des Gripen en Suisse? Non, on a voté, mais on a refusé. Ah, ok. Ok. Et C'est ah ouais, c'est celui-là. ça.
Ouais, donc on aurait pu très bien Non, faire mais avec. il est un peu fin, il est un peu freluquet comme ça. On ne sait pas si on peut lui faire confiance. Non, mais suédois, c'est bien. Ils font des Volvo et tout. C'est claque. Je reviens juste sur Sanofi pour la partie Mhm, innovation et durabilité. mhm, Donc, Sanofi, ils sont à fond dans l'innovation, tu le disais tout à l'heure. mhm, Ils ont un pipeline qui déborde. Donc, 82 projets en phase clinique, dont 30 en phase avancée ou en attente d'approbation. mhm. Qu'est-ce que tu en penses de ça, justement? Bah, Juste combien de ces cette projets innovation. permettent de diminuer les coûts? Si tu veux, en fait, le système de santé, en fait, on a accumulé des connaissances extraordinaires sur la manière dont, et on va faire même des progrès gigantesques grâce à l'IA. Donc, en fait, peut-être que ce qu'il faut, c'est démocratiser cet accès au bien-être et à la santé et pas uniquement renchérir les coûts. Donc, en fait, il me semble qu'ils ont un pipeline d'innovation assez old school qui mise sur le fait que ça va être des médicaments très chers payés par des systèmes que les pharma arrivent à copiloter en influençant le système. Je pense que c'est pas très malin. Si tu veux, c'est un peu old school comme plan. C'est vrai? Je trouve, hein. C'est pas très visionnaire parce qu'en fait, si tu te mets dans la position de la pharma prescriptrice, en fait, moi, je développerais toute une ligne de médicaments et d'accès aux soins, etc., etc., et surtout pour des prix modérés. Ça m'a l'air faire de la masse plutôt que faire du volume plutôt que quelques petits trucs. Ça me semblerait un petit peu plus visionnaire. Mais là, ils ont fait Innovation by the Book 101. Si tu veux, il y a des maladies qui savent autant la taille du marché, on fait des molécules et ils s'en sortent très bien. Il n'y a pas lieu de les critiquer. Puis pour tous les gens qui sont victimes qui souffrent dans leur chair de ces maladies, ça va être une très bonne nouvelle. Mais je suis pas sûr que le plus gros problème qu'on ait en médecine, c'est de soigner quelques maladies rares supplémentaires. Ouais, ok. Je te partage un truc, Mhm. j'étais tombé, je suis tombé là-dessus. Et c'est justement, enfin, JP Morgan. Attends, il arrive l'article ou pas? Tu vois ou pas? Non. Là? Ah oui, Ouais, ça met un petit peu de temps. c'est normal. Upgraded to overweight by JP Morgan on Mais late-stage. Oui, bien sûr, mais ça, c'est en- ça dit une seule chose. Ils vont gagner plus de thunes que prévu. voilà, c'est ça en fait, c'est que c'est les financiers derrière qui C'est boostent la cote c'est tout. de Sanofi en fait. Mais oui, mais c'est pas parce que une entreprise va gagner plus de sous que collectivement tous, on va être mieux soignés. Non, Pas je te forcément, en l'accorde. tout cas. Donc oui, c'est bien. Ils ont un plan d'innovation qui fait que à terme, eh bien, ils vont avoir un profit par employé, et un profit par earning per share qui va être plus grand. Bon, bah, c'est bien, mais c'est pas non plus une stratégie de fou. C'est la stratégie de, en gros, ils fabriquent des médicaments. La seule chose qu'ils font, c'est ils font des nouveaux médicaments. C'est pas non plus Donc pour toi, c'est révolutionnaire. intéressant d'avoir ton point de vue. L'innovation, ça doit servir à quoi en fait? Ça doit servir L'innovation, le. il y a toute une série d'innovations. Il y a des innovations produits, c'est ce qu'ils font. Ils font des nouvelles molécules, pour des nouvelles maladies, mieux. Après, il y a des innovations de modèles d'affaires. C'est ce que je suggérais quand tu peux être en fait une pharma qui aide à prescrire à moindre frais pour diminuer les coûts du système et enlever les intermédiaires. Tu peux avoir des innovations de type de marché que tu attaques. Par exemple, là, en fait, ils se concentrent sur des maladies chères et rares pour des populations à fort pouvoir d'achat dans un système, à mon avis, qui va se casser la figure. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est pas très visionnaire. Mais je comprends bien que ni JP Morgan ni Sanofi le voient, parce qu'en fait, eux, ce sont les fanfarons de ce système-là. Donc, ils auront du mal à en voir la mort possible. Bon, voilà, c'est pas très innovant pour un plan d'innovation, je dirais comme ça. Ok. Est-ce Mais, que, vas-y, non, non, excuse-moi, vas-y. est-ce que alors, est-ce qu'on peut dire, est-ce que j'ose m'attaquer à cela parce que Sanofi et Novartis, ils sont à fond aussi dans la durabilité. Et on en parlait, tu as des acteurs, Ouais, non, mais oublie, c'est t'as des devenu une acteurs blague. Non, mais qui sont à fond, oublie. qui donnent de l'argent à droite à Mais gauche et tout.
T'en penses quoi? c'est comme de choisir la couleur du logo. Ok. La durabilité de quoi? Déjà, ils doivent être durables en termes de modèle d'affaires. Le fait d'investir dans des maladies chères avec des médicaments chers, ça m'a pas l'air très visionnaire comme approche. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas très durable. C'est durable c'est profitable à 3 ans pour les dirigeants parce qu'ils vont gagner plein de sous. Je comprends pourquoi ils le font, mais je trouve pas ça durable ni visionnaire. Et puis deuxièmement, alors moi, c'est comme les frites McCain, la durabilité. C'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Ouais. Tu vois, j'y crois pas. J'y crois peu. C'est simplement qu'ils produisent des rapports qui montrent leur. C'est comme une espèce de certificat de vertu. Tu Ok. vois, j'y crois peu. C'est vrai qu'en discutant avec des spécialistes de la durabilité, et puis comme je te disais, ils font pas mal d'actions. On va donner des sous à droite à gauche, supporter des ONG et tout. Et puis, on me disait, s'ils veulent vraiment faire quelque chose de durable, bah, c'est enlever des brevets sur des médicaments C'est ça. qui sauvent la vie et puis de le laisser à moindre coût Alors, à une forte population, quoi. c'est peut-être trop court comme raisonnement, parce que pour être vraiment durable, il faut quand même continuer à gagner des sous. Mais si tu veux de poser comme prémisse à la stratégie qu'en fait, on va pouvoir améliorer la santé du plus grand nombre possible et ne pas regarder l'équation uniquement d'un point de vue du earning per share, ça c'est un petit peu plus pérenne et durable, mais c'est pas ce qu'ils font. Ok. Tu vois. Et puis, ouais, non, je suis pas. Moi, j'ai rarement vu des grandes entreprises où c'était autre chose qu'un exercice de com. C'est comme le greenwashing, si tu veux. Personne se lève le matin pour aller tuer les pingouins. Ouais, c'est Ou alors des pour. gens vraiment dangereux. Ça fait rire ma fille. Bah, c'est intéressant, cette génération. C'est vrai qu'ils sont plus concernés que nous par la durabilité. Bien Mais en sûr. fait, tu vois tous les efforts qui ont été faits. C'est un peu c'est du pipeau quand tu Bah, creuses. ouais, Et tu vois, quand tu as souvent, un souvent. certain label dessus, tu n'as pas forcément quelque chose de concret derrière. Je pense qu'on a fait le tour de Sanofi, Novartis, des Big Pharma, de Cool. l'assurance et tout. On a dit beaucoup de choses. Si on ne nous retrouve pas, surtout toi, surtout toi, Pascal. Non. Moi, je n'ai aucune crainte, Younes. Je retourne dans le now avec Edgar Tolle, Exact. Ayam. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Younes. À Bonne tout. journée. Ciao. Ciao.